Bienvenue dans la troisième partie de 2 minutes pour parler au FN. On a vu dans la deuxième partie que justement le FN au niveau économique n'était pas très cohérent vis-à-vis de l'immigration. Si on regarde les choses en face, en fait cette théorie économique vient surtout appuyer une théorie plus culturelle de l'immigration. Mais aujourd'hui, lorsqu'un débat se pose sur le côté culturel de l'immigration, le débat est stérile. On est tellement dans l'idéologie. Les deux camps refusent totalement la discussion. D'un côté, du coup, on se retrouve avec les fachos, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui refusent l'immigration, et de l'autre, les multiculturalistes que le FN a tendance à appeler les bobos. Mais on y perd un peu son latin, ou plutôt son allemand, puisque les nouveaux fachos n'ont rien à voir avec les anciens. On sait que beaucoup de votants du Front National sont aujourd'hui ouvriers. Donc par reproduction sociale, qui est le sport national français, on peut en déduire que leurs parents étaient sans doute employés ou ouvriers peu qualifiés. Aussi, ces mêmes parents votaient-ils à l'époque communiste? On peut même pas les accuser d'avoir vendu du beurre aux Allemands puisqu'on n'exporte plus rien en Allemagne. Pour la culture politique, on est passé de la lecture biaisée de l'aurore de Nietzsche à l'horreur du trésor de Pernon. Au niveau vestimentaire, c'est encore plus édifiant puisqu'ils n'ont plus de treillis ni de bottes, c'est plutôt la blouse bleue au travail et le côté simple à l'extérieur. Impossible donc de les reconnaître dans la rue aujourd'hui. On pourrait essayer de distinguer certains par leur choix capillaire, notamment le crâne rasé. Mais là encore, comment différencier le skin de la perte prématurée des cheveux ou simplement de la petite chigno? Et puis je sais pas comment vous faites, mais moi distinguer un coréen d'un chinois, j'y arrive les yeux bridés. Autant distinguer un français de type vendéen et un allemand de type beaucoup moins vendéen, ça j'y arrive absolument pas. Faut dire qu'ils se ressemblent tous quand même. Mais attention, je fais pas de racisme anti-blanc. Moi-même je suis de type occidentalo-pictavien. Et puis du côté des bobos, on considère tout simplement que les autres pensent mal. Chaque camp, pour le coup, s'accuse. D'un côté, on a des racistes, de l'autre, on a des bobos au service du métèque étranger, qui en plus détruisent l'identité nationale. Et au final, il n'y a pas ni débat ni discussion. Et d'ailleurs, je ne vais même pas essayer de faire un débat, parce que ça, c'est tout simplement impossible à l'heure actuelle. Je vais m'appuyer pour cela sur un sondage Ipsos et un sondage BVA qui ont été publiés de façon assez récente. On demandait aux Français s'ils voulaient une immigration choisie et non subie. Et ils ont répondu en grande majorité, oui, on veut choisir. En même temps, si on propose soit 100 euros, soit 10 gallons d'excréments de chevaux, faudrait être complètement débile ou présentateur de Direct 8 pour choisir la deuxième option. Dans ces sondages, on apprenait également que les Français étaient plutôt dans l'ensemble favorables à une révision de la règle du droit du sol. Une remise en cause ô combien lourde en conséquences. Il y a de toute façon un problème général que je vais essayer d'expliquer ici. Déjà, on a mis en place des stratégies d'évitement. Les populations de cultures différentes ont peu de chances donc de se croiser. On met les blancs soit dans le centre-ville des villes, lorsqu'ils en ont les moyens, soit en banlieue pavillonnaire, mais en aucun cas on ne les met en contact avec les populations ghettoisées. Et de l'autre, les populations immigrées, que là on connaît en banlieue proche. Et du coup, c'est une source de fantasme absolu pour les gens qui ne sont pas en contact avec ces populations. Et pour ceux qui sont en contact quotidien de ces populations et qui vivent non pas par choix mais par obligation dans ces ghettos, eh bien il y a un sentiment d'isolement, un sentiment de délaissement de la part de l'État au profit de ces autres populations. En somme, celui qui habite loin de ces ghettos pense qu'on en fait plus pour les ghettos que pour eux, et ceux qui habitent dedans pensent qu'ils sont isolés et que l'État ne fait rien. Et ces deux personnes, bien qu'ayant des constats très différents, vont voter Marine Le Pen. Et je voudrais tout de suite donner un petit conseil aux personnes qui fantasment un peu sur l'immigration. Mais pensez Adriana Carambeu, pensez Monica Bellucci les mecs. Ça c'est de l'immigration choisie. Et arrêtez de fantasmer sur cette famille sénégalaise du 5e. En plus ils ont 9 gosses, c'est dégueulasse. Et il y a un autre problème, c'est qui appelle-t-on finalement, qui définit-on comme étant étranger? Est-ce que c'est l'immigré qui vient d'arriver, parce que là il n'y en a pas tant que ça? Est-ce que c'est la seconde génération? Est-ce que c'est la troisième génération? Est-ce que c'est simplement la personne née en France de parents étrangers? Même si demain il y a 0 immigré qui rentre sur le territoire, il y aura quand même cette révolution démographique. On ne peut pas expulser quelqu'un à qui on a accordé la nationalité, qui n'a commis aucune erreur et qui est actuellement assimilé ou intégré. Et de la même façon pour la personne qui a eu du mal à s'intégrer dans la société, il n'y a pas la possibilité de le renvoyer à autre part. Pour la plupart, ils sont nés déjà en France. Même si tu reviens sur le droit du sol, et là j'utilise le tutoiement pour l'emphase, tu n'auras pas la possibilité de virer toutes les personnes ayant été naturalisées précédemment. Donc le bouleversement démographique est en marche, et pourquoi l'État ne nous en parle pas? Eh bien, il ne s'agit pas là d'un complot, mais simplement du fait qu'il vous trouve trop bête. Il considère donc qu'il vous protège, quelque part, de voter mal. Alors juste un conseil, essayons de leur prouver qu'ils ont tort, essayons de réfléchir un petit peu. En conclusion, je vais essayer d'ouvrir vers quelque chose, ouvrir vers une solution éventuelle. Le problème actuellement, c'est surtout le communautarisme qui interdit tout rapprochement à nouveau des différentes cultures, surtout en temps de crise. Pour résoudre ce problème du communautarisme, je vais reprendre un auteur célèbre qui est Jean-Jacques Rousseau. C'est pas Jules Clodo le mec, qu'il est juste penseur des Lumières. Il
Il avait d'ailleurs distingué le problème de société partielle, qu'on appelle aujourd'hui communautarisme, et il avait distingué que pour lutter justement efficacement contre les sociétés partielles, il fallait donner un rôle à chacun. Et il fallait même les multiplier pour que les personnes ne s'attachent pas à un groupe en particulier. Ainsi, les personnes ayant une appartenance à une multitude de groupes, eh bien, ils ne pourraient plus s'attacher à une seule communauté. Et donc, c'est par une multitude d'interactions sociales entre les uns et les autres, et en encourageant le maximum de rencontres, qu'on pourra justement éviter le communautarisme. Ces lieux d'interaction, c'est l'emploi, c'est également les loisirs, et c'est également la religion ou d'autres phénomènes philosophiques. Ainsi, la personne au chômage et n'ayant pas d'activité en dehors, ayant une éducation relativement républicaine telle qu'actuellement, aura des difficultés à ne pas rentrer dans le communautarisme, puisqu'il doit bien appartenir à un groupe, et que ce sentiment d'appartenance, il ne peut pas le retrouver dans la société. Autant la personne qui est à la fois policier, musulman et sportif, va appartenir à 3 groupes. Si en plus il est zoophile, bon là il est juste un peu plus pervers, il appartient toujours à 3 groupes. Cela annihile totalement au final le communautarisme. Au final, j'aimerais dire qu'il y a une nécessité d'ouverture et de remise en cause, notamment de notre système éducatif. On en reparlera par la suite. Mais au final, il n'appartient qu'à nous de nous remettre en cause. À chaque moment de crise dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours l'étranger qui a été accusé. À chaque fois, la réponse était bien plus complexe. Nous avons nous-mêmes nos propres responsabilités, évidemment, dans ce qui arrive. Mais ce sujet est tellement dans le domaine de l'idéologie que beaucoup de gens pourraient remettre en cause même une forme d'impartialité ou de connaissance, en se disant tout simplement que je ne vis pas ce qu'eux vivent au quotidien et qu'il est tout à fait limpide pour eux que la responsabilité n'est pas la leur. Il y a une forme de responsabilité politique, et la politique, effectivement, dépend du peuple, donc de cette personne également. En toute honnêteté, si quelqu'un venait à moi en me posant la question « Êtes-vous sûr de ce que vous affirmez sur ce sujet ?» Je répondrais pour ma part tout simplement « Mon cher Gérard, je suis quelqu'un de plutôt intelligent, crois-tu pas que si j'avais tort, je le saurais ?» Et si la personne ne s'appelle pas Gérard, ça va lui prendre un bon moment de comprendre pourquoi je l'ai appelé ainsi, et je serai au moins tranquille pendant un bon moment avant qu'elle me repose une question aussi débile.